On va commencer la conférence d'aujourd'hui. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Dr. Étienne Vachon-Presso, pardon. Puis, et je vais vous dire un petit peu là, de sa bio, son parcours. Donc, il va nous parler des modèles prédictifs pour le développement de la douleur chronique. Mais Étienne a fait, depuis 2019, il est professeur adjoint à McGill, département de médecine dentaire à la faculté de médecine dentaire au département d'anesthésiologie à McGill. Il a fait son doctorat ici, sous la supervision de Pierre Rainville, en médecine dentaire. Peut-être que vous le connaissez. C'est un enfant de l'Université de Montréal. Et par la suite, il est allé faire un postdoctorat à l'Université Northwestern avec Dr. Vania Apkarian, je ne sais pas si je le prononce correctement, de 2013 à 2019. Puis là, il a étudié les propriétés cérébrales qui prédisent le développement de la douleur dorsale chronique et la réponse au traitement dans le cadre d'essais cliniques randomisés. Donc, il est allé chercher une autre expertise avec laquelle il travaillait aussi sur la douleur. Là, en ce moment, il a son propre programme de recherche, donc depuis 2019, il met en place un programme de recherche qui est orienté vers la combinaison de techniques d'imagerie cérébrale avec l'apprentissage automatique pour développer des biomarqueurs pour la douleur chronique. Donc, je suis bien excitée d'entendre Johan nous raconter. Donc, merci d'être là, puis merci David. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de revenir ici. Alors, comme Anne le disait, voilà. Donc, j'ai fait avec Franco ma maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai fait mon PhD avec Pierre Rainville. J'ai été dans la super belle ville de Chicago, à Northwestern, pendant quelques années, sous la supervision de Vania Apkarian. Depuis 2019, je suis à McGill comme assistant professeur. Et puis, on a monté tranquillement un laboratoire, présente des étudiants. Les travaux que je vais présenter aujourd'hui, c'est principalement Christophe, en haut à gauche, Matt, en haut à droite, qui ont livré les différents travaux. Puis, c'est le reste de mon équipe qui travaille aussi sur des modèles prédictifs d'apprentissage automatique. Donc, mon labo travaille sur la douleur chronique. Et puis, vraiment, la prémisse sur laquelle mon laboratoire se base, c'est qu'on a besoin de développer des modèles prédictifs. Donc, on tente de s'éloigner de modèles plus conventionnels qui tentent d'expliquer la douleur chronique. Donc, on va essayer d'identifier, par exemple, un réseau cérébral ou un neurotransmetteur qui va être associé à la douleur chronique. On va essayer de quitter cette espèce de paradigme-là pour essayer d'avoir des modèles plus multivariés. La clé ici, c'est d'essayer de prédire la douleur plutôt que de tenter de trouver des associations ou d'expliquer. Donc, dans la première étape, on a le modèle plus linéaire traditionnel. On essaie de construire des modèles qui sont simples, qui sont théoriquement élégants. Trouver un neurotransmetteur, par exemple. Mais souvent, ces modèles-là ont une capacité assez limitée pour prédire le comportement humain. Par exemple, penser à un volume de l'hippocampe ou un réseau neuronal, l'association avec la douleur chronique. On peut trouver des associations qui sont significatives, avec une valeur de P, mais souvent, ces modèles-là ne sont pas vraiment déterministiques. On a la misère à utiliser ça pour faire une prédiction. Dans le deuxième temps, on peut plutôt utiliser des modèles qui sont un peu plus complexes, qui sont capables de prédire avec une certaine niveau de précision des résultats d'intérêt. Dans notre cas, c'est la douleur chronique, mais qui ne respectent pas nécessairement les contraintes psychologiques ou neurobiologiques qui sont connues. Donc ici, on va avoir des modèles qui sont plus multivariés, qui vont vraiment avoir un modèle non linéaire. On ne va pas nécessairement comprendre ce qui va se passer d'une approche plus black box ou une boîte noire. On ne va pas nécessairement chercher à comprendre ce que toutes les variables font. Et puis, on va essayer d'optimiser la prédiction de douleur chronique. Ça, c'est vraiment inspiré d'un papier assez influent qui a été écrit par Yarkoni et Westphal en 2017. Je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas lu. C'est Choosing Prediction over Explanation in Psychology, Lessons from Machine Learning. Puis je pense que ce modèle-là s'applique particulièrement bien à la douleur chronique parce qu'on sait que c'est vraiment des modèles multivariés. Hein, ce qui explique vraiment bien la douleur chronique, c'est une mosaïque de facteurs où le modèle dominant, c'est le modèle biopsychosocial qu'on appelle, qui est vraiment biologique, mais aussi psychosocial. C'est un modèle qui est multivarié. Et nous, ce qu'on utilise, c'est le UK Biobank. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le UK Biobank.
C'est une grosse biobanque du UK, comme ça le dit dans le nom. Des participants qui sont âgés entre 40 et 70 ans quand ils ont été enrôlés entre 2006 et 2010. Ils viennent principalement d'Angleterre, du Pays de Galles ou d'Écosse. Ils ont été invités par courrier traditionnel. 9,2 millions d'individus ont été invités à participer. 5,5% ont accepté. Ça ne semble pas beaucoup, mais ça donne quand même quelque chose comme 500 000 personnes qui sont venues dans un centre, un assessment center, qui ont participé à la visite de base. Puis on peut voir ici la ligne du temps où on peut voir les données, comment ils sont donnés à la communauté scientifique. Tout le monde peut demander un accès à ça. Certains frais administratifs, mais ce n'est pas vraiment cher. On parle de quelques centaines, voire milliers de dollars. On a les données Genotype pour 1 demi-million. D'autres données d'intérêt, peut-être l'imagerie. En 2020, ils ont donné Resting States, structurel, diffusion pour 50 000 participants. Présentement, ils sont rendus à 70 000. L'objectif est de se rendre à 100 000. Okay? Puis ils sont suivis dans le temps. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui vont avoir une deuxième séance d'imagerie pour voir les changements temporels. Qui a commencé, je pense qu'ils sont rendus à une dizaine de milliers temporels. Donc, un des avantages de ça, c'est vraiment bien pour entraîner ces modèles plus complexes-là que je vous parle. Deuxièmement, c'est aussi bien avoir des données plus robustes. Il y a un papier qui a fait beaucoup de bruit, qui a été publié l'année passée, en 2022, qui disait qu'il takes thousands of individuals to have robust brain-wide associations entre un comportement et puis une métrique du cerveau. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des métriques, ils ont corrélé avec un behavior, un comportement, puis ils l'ont fait avec des groupes de 25. Ils reprenaient aléatoirement différents groupes de 25 sujets, puis on corrélait les deux mêmes mesures. Par exemple, le volume de l'hippocampe avec le neuroticisme, le neurotisme, par exemple. On pouvait avoir une corrélation qui était négative 0,05, puis on prenait un autre groupe de 25, la corrélation était positive 0,05, juste pour montrer la volatilité avec des petits échantillons entre ces associations-là. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on augmentait la taille d'échantillons à des centaines de sujets, voire même des milliers, l'erreur dans le resampling diminuait. On arrivait à quelque chose qui était plus proche de la vérité, le ground truth. Bon, pas nécessairement des très bonnes nouvelles pour ceux qui font des études, mais ça n'invalide pas l'imagerie. Ça, c'est plus pour des différences interindividuelles. Ça ne veut pas dire que quand on fait une carte, on regarde une activation du cerveau à un checkerboard, ça ne prend pas 10 000 sujets pour voir le V1 activé. Puisqu'on regarde des associations interindividuelles, ça commence à être un petit peu plus shaky. Le UK Biobank permet de développer des modèles où on essaie de voir les différences interindividuelles, surtout cliniques, entre différents patients. Donc, on commence à parler de différences qui peuvent être vraiment volatiles. Ça peut changer beaucoup d'un patient à l'autre. Ça, c'est important d'aller chercher les plus gros échantillons. Donc, ça, c'est la première étude que je vais présenter. Elle a été publiée l'année dernière, il y a peut-être quelques mois, en 2023, au mois de juillet. C'est mon étudiant Christophe qui a principalement l'idée de ce projet-là. Ce qu'on a fait, ça c'est un peu le timeline de l'étude, on a développé un facteur de risque pour prédire le développement de la douleur chronique et puis la propagation de la douleur chronique. Donc, en premier lieu, ce que je vais vous parler, c'est vraiment d'overlapping pain, le concept de douleur chevauchante et son importance. Montrer qu'on peut développer des modèles prédictifs, biopsychosociaux pour le prédire. On peut prédire dans le temps, même plus tard. On peut prédire pas juste la douleur, mais aussi l'incapacité générée par la douleur. Et donc, d'autres variables, comme par exemple l'utilisation d'opioïdes pour gérer la douleur, ou encore les effets sur l'incapacité d'aller au travail, l'incapacité à mener une vie active. Donc, notre corps est capable de prédire. Je vais sauter le point numéro 5. Ça ici, c'est un petit peu compliqué pour rien. Là, je vais le sauter, mais vous pouvez lire le papier si jamais ça vous intéresse. Après ça, je vais montrer qu'on a réduit, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est un score qui peut être utilisé en clinique, plus que un score de machine learning sur 100 variables. Une personne qui va administrer 100 variables pour avoir un facteur de risque. Fait qu'on a réduit le modèle à 6 éléments binaires. Bon, c'est vraiment ça l'objectif du papier. Donc, pour commencer, les douleurs chevauchantes. Ce qu'on peut voir ici, c'est les tailles d'échantillons dans le UK Biobank de ceux qui rapportaient de la douleur chronique. Donc, on peut voir, par exemple, il y a 7 sites où on collectait la douleur.
HA, c'est headache. F, facial. And S, neck and shoulder. Stomach, abdominal, back, hip, puis knee. Il y a deux chiffres, un à côté de l'autre. Le premier, c'est l'échantillon qu'on a utilisé pour entraîner le modèle. Le deuxième, c'est l'échantillon, c'est les sujets qu'on a laissés de côté pour tester le modèle. Donc, on a un training set, on a un test de validation. Les individus qu'on a mis dans le test de validation, on les a sélectionnés parce que c'est sûr qu'il y a des données longitudinales aussi. Vous voulez voir le prognosis de nos facteurs. Chez ce groupe de left-out-là, qui était aussi ceux qui avaient des données longitudinales. Donc, premier résultat qu'on a observé, c'est UK Biobank, c'est vraiment très riche, mais aussi les conditions médicales. Regardez, par exemple, ici, plusieurs conditions qui sont liées avec la douleur chronique. Je vais prendre l'exemple de la migraine. Voir que la principale plainte de la migraine, c'était la douleur, évidemment, au niveau de la tête, en rouge. Mais on peut voir aussi que ces sujets-là, malgré le fait que ce soit vraiment la principale plainte, c'est au niveau de la tête, on peut voir qu'il rapportait beaucoup de douleurs à d'autres sites, différents sites aussi on a la douleur, par exemple, tracérémie, le genou, migraine le genou, le dos, le cou. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est prévalent. Il y a beaucoup d'informations cliniques qu'on peut laisser sur la table si on fait juste se concentrer sur les maux de tête chez les patients qui sont migraineux. Deuxième observation qu'on a fait, c'est que la douleur, on a fait ça le spreading, c'est que la coexistence entre différentes douleurs chroniques était plus présente chez des sites qui sont proximaux que des sites qui sont distaux. On peut voir ici qu'on parle du headache avec face, avec neck and shoulder, stomach abdominal, et plus on s'éloigne de l'épicentre de la douleur, moins il y a de co-occurrence entre les deux sites. Okay? C'est les odds ratio. On peut voir que c'est vrai pour à peu près toutes les conditions. Ici, on peut voir la distance entre les sites par l'échelle logarithmique du odds ratio en chronique rouge ou en douleur qui durait moins de 3 mois en acute en jaune. Okay? Donc, c'est assez stable comme phénomène. Donc, il y a quand même pas mal de variables d'intérêt avec la propagation de la douleur. Ensuite, on a mesuré cette propagation-là en termes de nombre de sites de douleur. Ce qu'on a observé avec des données en ligne que les patients ont remplies, on a observé que le nombre de sites de douleur était associé à la duration de la douleur, l'intensité de la douleur, l'impact de la douleur, relationship, humeur, capacité à marcher, problème de sommeil, capacité à aller au travail, depressive symptoms, anédonie, pensée suicidaire, psychomoteur, etc., pour voir qu'il y a vraiment une augmentation linéaire avec le nombre de sites de douleur. Donc, vraiment de l'intérêt sur ce spreading-là, l'intérêt clinique. Puis enfin, la sévérité des symptômes comme cognitifs, brain fog, fatigue, puis waking unrefreshed. Il y a vraiment des associations linéaires, donc c'est vraiment notre variable d'intérêt qu'on avait, c'était le nombre de sites de douleur chronique. OK. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de développer des modèles prédictifs pour prédire le nombre de sites de douleur. Pour l'intérêt que je vais montrer, puis on a utilisé l'algorithme, c'est NIPAL, Non-Linear Iterative Partial Least Square Analysis, où on a identifié 3 composantes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire fitter 2 matrices. Une qui est nos features d'intérêt, nos systèmes prédictifs, puis l'autre qui est le nombre de sites de douleur. Ce qu'on essaie avec l'apprentissage machine, c'est automatique, c'est d'essayer de diminuer l'erreur, d'augmenter la variance expliquée entre les 2 modèles. Donc, à travers différentes itérations, le modèle va trouver c'est quoi la meilleure combinaison possible entre différentes variables pour optimiser la prédiction du nombre de sites de douleur. Bon, ici, on peut voir c'est quoi les items qu'on a utilisés. On les a divisés dans 3 domaines: physical health, sociodémographique et mental health. Et 10 sous-catégories, faciliter l'interprétation: substance use, sleep, physical activity, anthropometric, c'est genre la force, le grip strength, le BMI, sociodémographique, les occupations démographiques, statut socio-économique, mental health, mood, facteurs de personnalité comme le neurotisme, et puis des facteurs stresseurs de la vie. On peut voir, c'est que dans notre modèle, on expliquait chez des sujets complètement indépendants, notre left-out sample, ça paraît pas beaucoup, mais à peu près 14% de la variance est expliquée par notre modèle. C'est
quand même très intéressant. Je vais vous montrer pourquoi un peu plus tard. Ça ici, c'est par catégorie. C'est quoi l'importance des différentes catégories pour expliquer la variance dans notre test set. Donc, ils sont mis en ordre sur leur importance dans le train set. C'est pour ça que Sleep n'est peut-être pas nécessairement le bon ordre que Neuroticism. Mais ça, c'est vraiment comment ça performait chez les sujets qui étaient laissés dans le left-out. Okay. Donc là, on a un modèle qui donne un relativement pas pire fit pour expliquer le nombre de douleurs chroniques. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est tellement intéressant de prédire en soi du 4, 5 ou 6 types de douleurs. C'est pas tellement intéressant. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette information-là peut être utilisée, par exemple, pour faire un outil de classification diagnostique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est la taille d'effet, où on a ici l'air sous la courbe, area under the curve, dans un classifier où en jaune, c'est les conditions de douleur aiguë. En rouge, une fois que c'est chronique, on peut voir que pour toutes les body sites, spécialement pain all over the body, on peut voir que le classifier est capable de distinguer qu'une bonne taille d'effet ou on peut voir ici l'accuracy de l'area under the curve. On peut voir que le classifier performait somme toute assez bien, de 0.7 jusqu'à 0.9 pour pain all over the body. Donc, il était capable de distinguer en fonction des facteurs de risque si la personne apportait la douleur. On peut changer le target pour les conditions médicales. On peut voir encore une fois la performance de 0.67 pour migraine, qui était le pire, à 0.86 pour fibromyalgie. Il y a beaucoup de similitudes avec la fatigue, la douleur rapportée sur tout le corps. On peut voir encore une fois que notre classifier est capable de différencier entre ceux qui n'avaient pas de diagnostic et ceux qui avaient un diagnostic parmi cette liste-là. Donc, toujours les mêmes facteurs de risque. C'est principalement mood, sleep, neuroticism, life stressor qui étaient les plus prépondérants. Juste une petite clarification. Tu n'as pas entraîné un nouveau modèle pour chacun de ces trucs-là. C'est le même que tu l'as appelé. C'est le modèle qu'on a entraîné pour prédire le nombre de sites douloureux, qui est comme vraiment un modèle, un indice clinique qu'on trouvait vraiment intéressant, notre number of pain sites. On explique 14%. Ce n'est pas nécessairement élevé, mais le but, ce n'est pas tant d'expliquer as-tu 4, 5 ou 6, c'est d'avoir un modèle qui est capable de distinguer ça, puis de réutiliser ce modèle-là pour tout classifier ça. C'est toujours le même modèle. Ce n'est pas un nouveau modèle à chaque fois qu'il est entraîné. Oui. Est-ce qu'il y a une architecture particulière pour choisir les modèles? On a utilisé le NIPALS. Je ne pense pas qu'on a utilisé d'autres, mais ça marche tellement bien avec ces facteurs de risque-là. Mood, sleep, c'est bien documenté dans la littérature. Je pense que n'importe quel algorithme aurait donné des résultats assez probants. Je ne pense pas que c'est déterminé par l'algorithme en tant que tel. C'est un algorithme qu'on a choisi, mais on aurait pu en choisir d'autres. Maintenant, on peut regarder aussi en longitudinal. Comme je disais, on a pris des sujets qui avaient des données longitudinales. On peut voir ici, c'est 9 ans de différence. On peut voir que les individus, pour regarder leur facteur de risque au baseline, je vais focuser sur la matrice ici, là, parce que ça contrôle pour le niveau de base de douleur. Donc, juste un petit contrôle statistique qui est quand même assez important. Si on veut déterminer les gens qui vont avoir des nouveaux sites de douleur, c'est bon de contrôler pour leur douleur au baseline aussi. Mais bon, on peut voir ici les facteurs de risque à baseline et à follow-up. On peut voir que les individus qui avaient 0, 1, 2, 3, 4 sites au baseline, puis au follow-up, on peut voir par exemple les individus qui avaient 0 site au baseline, mais 4 sites et plus au follow-up, ils exprimaient vraiment beaucoup ce facteur de risque-là au baseline. C'est vraiment très prédictif. Et inversement, les individus qui avaient 4 sites et plus, donc il y avait une douleur qui était vraiment spread au baseline, et qui arrivait au follow-up, puis hop, ils ne rapportaient plus de douleur du tout. Et ces individus-là, ils scoraient très faible sur le facteur de risque au baseline. Il y a un aspect très prospectif. Dans 9 ans plus tard, on est capable de prédire les changements dans l'étendue de la douleur ou le spreading. Juste maintenant, si on regarde d'autres outcomes, ce ne sont pas nécessairement la douleur en tant que telle. On peut voir au baseline en cross-sectional l'état général de health, de santé auto-rapporté. On peut voir ici les gens qui rapportaient excellent, good, fair ou poor. On peut voir que notre facteur de risque était aussi capable de se transposer à ces variables-là. L'utilisation d'opioïdes, ceux qui n'en utilisaient pas, ceux qui en utilisaient. On peut voir ici
l'air sous la courbe ou le Cohen's-d, la taille d'effet. De façon assez importante, disability, c'est l'incapacité à aller travailler, par exemple. Et puis si on le regarde en longitudinal, 9 ans plus tard, on peut aussi prédire qui est-ce qui va débuter un traitement d'opioïdes. C'est plus dur, le point 68, c'est pas super bon. Le point 61, c'est vraiment pas super bon, mais genre, il y a quand même un indice qu'on détecte quelque chose. On est capable de prédire qui, 9 ans plus tard, va commencer à débuter un traitement d'opioïdes ou qui va peut-être arrêter ou discontinuer son traitement, qui va développer l'incapacité de travail, puis qui va s'améliorer pour un retour, par exemple. Donc, ça ici, c'est sur le modèle complet. On est conscient qu'administrer 100 différentes variables dans 10 catégories et tout, c'est assez time-consuming. Ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement faire ça. Donc, on va essayer de développer, de réentraîner le modèle pour développer ça comme un outil vraiment plus simple. Un modèle, on est prêt à sacrifier la performance pour simplifier le modèle. On l'a réduit à 6 items qui expliquaient somme toute, qui donnaient somme toute des bons résultats. Donc, ici, on peut voir les questions du questionnaire de ce système. Sommeil. Do you have trouble falling asleep at night? Or do you wake up in the middle of the night? Neuroticism. Do you often feel fed up? Mood over the last 2 weeks. How often have you felt tired, bad little energy, or had little energy? Un autre mood, general GP, c'est general practitioner, psychiatrist, life stressor. Any of the following, c'est binarized, c'est vraiment facile. Les thèmes sont vraiment faciles, c'est yes, no. Any of the following, serious illness, injury, assault, or death of a close relative, death of a spouse. Ces gens-là, c'est des personnes entre 40 et 69 ans qui sont suivies dans le temps, mais souvent, le partenaire de vie peut décéder. C'est des gens de stresseurs on peut observer chez cette population-là. Difficulté financière avec la retraite, par exemple, ça peut être assez stressant. Puis, un BMI au-dessus de 30. Quand même assez élevé. C'est des gens qui sont relativement obèses. C'est aussi un facteur de risque important. Avec ce facteur simplifié-là, on peut voir les performances diminuer. Ça, c'est en cross-sectionnel à gauche et en longitudinal, surtout en longitudinal, quand c'est difficile de prédire. On tient des performances autour de 0,65 pour plusieurs de ces catégories-là, qui n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. C'est à peu près, je dirais, intuitivement ce qu'on peut s'attendre. Prédire qu'il va développer la douleur 9 ans plus tard, on n'aura pas une accuracy de 95%, surtout avec un questionnaire assez simplifié. Mais on peut voir qu'on est quand même de la bonne performance. Puis, dans notre questionnaire Risk of Pain Spreading, ou RUPS, on peut voir que ça corrélait avec l'impact, la douleur, la sévérité des symptômes et puis les symptômes dépressifs. Tout ça, c'est associé. L'avantage d'avoir un modèle simplifié aussi, c'est plus facile à essayer de valider. D'avoir 99 questionnaires, c'est facile de valider. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté des collaborateurs finlandais, parce qu'on a trouvé que dans leur biobanque qui s'appelle le Northern Finland Birth Cohort, une cohorte qui suit depuis la naissance un certain nombre d'individus en Finlande, il y avait des questionnaires équivalents. Donc, on a appelé ça le RUPS Equivalent parce qu'on a été capable de recréer notre questionnaire dans cette cohorte-là, puis d'essayer de classifier les différentes conditions de douleur. On peut voir à gauche, encore une fois, cross-sectionnel, puis ça a des données aussi longitudinales. On observait des performances très similaires à ce qu'on avait dans notre left-out dans UK Biobank. Encore une fois, on peut voir qu'il y avait des associations entre l'impact de la douleur et les différents symptômes. Finalement, ce qu'on a fait dans le PreventAD, qui est une cohorte à McGill, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement administré dans REDCap un questionnaire de 6 items à ces gens-là, puis email. Je leur ai demandé de répondre. Il n'y avait pas de flexibilité aussi de dériver un score équivalent. C'était juste les 6 questions avec est-ce que vous avez de la douleur. Puis encore une fois, on avait juste cross-sectionnel, on ne nous a pas suivi dans le temps pendant 10 ans. Encore une fois, tu vois la performance, ça pouvait aller de quand même très élevé à un petit peu plus difficile pour d'autres points. Ça fonctionnait assez bien. Tout avec 6 items binaires qui peuvent être administrés vraiment rapidement. On peut avoir des prédictions, je dirais, relativement robustes sur le développement de douleur chronique dans le temps. On est assez satisfait avec ce score. Maintenant, là, je vais vous parler d'un peu de données qui ne sont pas encore publiées. On veut l'intégrer dans des modèles un peu plus complexes où on veut intégrer un peu plus de biologie. Donc, on va venir un peu à
à la diapo précédente, où on avait des biomarqueurs, pas juste des facteurs de risque psychosociaux. On a essayé d'avoir justement des biomarqueurs plus objectifs, l'imagerie, les marqueurs sanguins, les marqueurs génétiques, pour retourner à notre modèle un peu plus complexe, pour essayer de faire une prédiction sur la douleur, qui est vraiment le saint graal dans le domaine de la douleur. C'est tellement subjectif comme expérience. Il y a beaucoup de gens qui essaient de développer des biomarqueurs plus objectifs. On peut utiliser dans les essais cliniques, par exemple, pour voir l'efficacité d'un traitement, indépendamment de la réponse placebo. Ça amène beaucoup d'essais cliniques. Donc, on a utilisé différentes catégories. On a dérivé des risques à partir de la génétique, polygenic risk score, imagerie multimodale, brain imaging, bone, il y a une imagerie de la densité osseuse, de la minéraux dans les os, vraiment la structure des bones. Biochemical assay, c'est prise de sang. Les facteurs non biologiques, c'est ceux que je vous ai présentés dans notre étude d'avant. On les a intégrés ici dans cette étude-là pour les comparer, les mettre en contexte avec nos différents biomarqueurs. En bleu foncé, c'est ce qui est douleur chronique. Et puis en bleu pâle, c'est ce qui est douleur aiguë. Et je vous laisse voir la performance sur le area under the curve. On peut voir que nos marqueurs ne fonctionnent pas super bien. On essaie de prédire la douleur en tant que telle, qui est une expérience subjective. On peut voir que les facteurs non biologiques, qui vous décrits, sont beaucoup plus forts pour prédire la douleur. Somme toute, une expérience doit être contextualisée selon la personne qui le ressent. C'est quand même du sens. Ensuite, les biomarqueurs qui sont plus objectifs, on a beaucoup de difficultés à aller chercher des mêmes performances. C'est l'exception qu'on voit. On voit ici différents sites. On peut voir qu'il y en a un qui fonctionne toujours mieux que les autres. C'est le pain all over the body. On peut voir pour le brain, bone, blood, puis non biologique. On voit que la performance était plus élevée pour ces conditions-là. Donc, on a été refaire un peu nos analyses en fonction du number of pain sites. 1, 2, 3, 4 et plus. On peut voir que continuellement, la performance augmentait en fonction du nombre de sites de douleur, peu importe le marqueur biologique, sauf pour les facteurs génétiques, c'est ceux qui fonctionnent le moins bien. Et le non biologique, évidemment, c'est ce qui fonctionne le mieux. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne marche pas super bien pour nos self-report pain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné à nos conditions médicales. On peut voir la liste ici. On peut voir ceux qui reportent, on peut voir la prévalence de la douleur, entre 0 et 50%, le nombre de sites selon la condition. Comme par exemple, Irritable Bowel Syndrome, il y avait beaucoup qui rapportaient juste un site. On peut voir que c'était souvent localisé stomach abdominal. Puis il y avait à peu près 55-65% des gens qui rapportaient de la douleur chronique, des gens qui avaient cette condition clinique-là répertoriée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'entraîner nos marqueurs biologiques. Le raisonnement qu'on a fait, c'est que les conditions cliniques sont souvent déterminées par des anomalies. Par de l'arthrite, c'est de l'inflammation. On devrait être capable d'avoir des marqueurs biologiques qui prédisent la condition. Puis à partir de là, on va essayer de comprendre si ces marqueurs-là peuvent aussi déterminer la douleur qui est rapportée dans ces conditions-là. Bon, je montre une partie des résultats. On voit ici les différents marqueurs. BioAC, c'est blood. Brain imaging, polygenetic risk score, la structure des os. Donc, la couleur représente la modalité qui était le meilleur prédicteur du groupe. Par exemple, on utilise la sclérose en plaques, c'était vraiment super fortement déterminé. Ça ne devrait pas être une surprise pour personne, mais avec les marqueurs d'imagerie, par résonance magnétique. Et si on regarde toutes les autres qui obtenaient des bonnes performances au-dessus de 0.75 de area under the curve, on peut voir que c'est souvent des marqueurs prise de sang. La goutte, polymyalgie, rheumatica, stroke, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, angina, psoriatrique, arthropathie. On a des marqueurs entre 0.70 et 0.75. On a un autre groupe. Ici, on a à partir de densité osseuse, le bone, les minéraux, ostéoporose, puis spinostenosis, qui donne un rétrécissement de la moelle épinière. C'est comme si l'os prenait plus de place. Ça fait beaucoup de sens sur les prédicteurs. Ici, on a divisé les catégories en sous-catégories, facteurs inflammatoires dans le sang, métabolique, hematological, diffusion, resting state, T1 pour l'imagerie, pour essayer de mieux comprendre, puisqu'on voit ici les cercles. Dans le fond,
La couleur ici, c'est la performance sous la courbe entre 0,5 et 0,9. La grosseur du cercle, c'est au sein de cette modalité-là. On a fait un Z-score, par exemple, le resting state. Prenons l'exemple du resting state imaging. On a regardé à travers les conditions, c'est lesquelles qui étaient le mieux prédites par le resting state. L'idée, c'est pas nécessairement de déterminer c'est quoi qui est le meilleur prédicteur en area under the curve pour la condition, mais au sein de la modalité, c'est quoi que c'est capable de mieux faire le resting state? La réponse, c'était, on peut voir la fibro est quand même vraiment bien prédite. On a observé que c'était le cas pour, encore une fois, comme le pain all over the body, hein, 4, 7 et plus, le resting state commence à avoir des bons prédicteurs pour ça. Le rationnel, c'est dans la littérature une hypothèse qui est vraiment prédominante. Les conditions qui sont appelées nociplastiques, comme s'il y avait une amplification du système nerveux central qui faisait en sorte que les gens étaient plus sensibles sur tout leur corps, fibromyalgie, fatigue chronique, pain all over the body. Hein, c'est toutes des widespread pain, c'est des conditions souvent que les gens pensent que c'est une amplification générale du système nerveux central qui fait en sorte que les gens ont ces conditions-là. Moi, c'est une des hypothèses. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette hypothèse-là, mais ces conditions qui sont dites nociplastiques, on observait que le resting state, ça performait vraiment bien. Ça boostait pas de performance avec fatigue chronique. Oui. C'est pas mal cool ce que tu dis là, puis ça fait le pont avec ta slide d'avant, avec pain all over the body. Puis là, si je comprends bien, dans le fond, ceux qui ont beaucoup de pain all over the body, c'est beaucoup les fibromyalgiques, justement, c'est ça, avec le graphique. Fibromyalgique, dans le tapis, c'est sûr. D'autres conditions comme, il y en a une qui est polyarthrite, c'est celle-là peut-être. Non, c'est chronic fatigue syndrome. Ah, quand même, ok. Polymyalgie rhumatoïde, c'est une arthrite qui est assez généralisée sur l'ensemble du corps. Donc, c'est des conditions que, oui, les gens, c'est assez normal qu'ils rapportent beaucoup. Puis souvent, le resting state, pour ces conditions-là, va performer assez bien. Le chronic fatigue, j'ai coupé ma slide, sinon c'est trop petit, là, mais juste en dessous, c'est en 69. C'est quand même très équivalent au resting state. Ici, on a décomposé l'équivalent, mais avec des facteurs non biologiques. Encore un peu les facteurs sociaux, mais là, on a entraîné toutes les conditions plutôt que le nombre de sites. On a chacune des conditions. Puis on peut voir, par exemple, qu'il y a multiple sclerosis qui était particulièrement prédit par l'activité physique, ce qui fait du sens. Hein. Carpal tunnel syndrome prédit par le troisième dans là, ici, prédit par l'occupational. Souvent, c'est des gens qui ont la misère à justement faire les mouvements. Après ça, on a fibromyalgie, les facteurs, par exemple, le mood, les life stressors, tout ça, c'est des hypothèses qui sont mises de l'avant pour expliquer la fibro, les problèmes de sommeil. Donc, c'est normal que ce soit vraiment prévalent. Et puis, on peut voir aussi que l'air sous la courbe, ces différentes conditions-là, est quand même vraiment forte pour les facteurs non biologiques, mais aussi pour les facteurs biologiques, c'est quand même relativement nouveau, parce que jusqu'à date, quand on essayait d'entraîner sur le rapport subjectif de douleur, c'est plus des facteurs non biologiques, alors qu'ici, quand on commence à intégrer des conditions en tant que telles, c'est comme un mélange des deux. Je vais vous résumer ça ici. C'est un tableau récapitulatif où la performance des non biologiques sur l'axe des X, la performance la meilleure modalité sur l'axe des Y. Wow, mettons fibromyalgie, puis syndrome de fatigue chronique, super fort par les facteurs non biologiques, puis principalement resting state, mais moins fort. Alors que de l'autre bord, ben, on a par exemple la goutte, vraiment une prise de sang, uric acid va vraiment prédire la goutte, mais les facteurs psychosociaux un peu moins. On peut voir ici, ça c'est la deviance explain, c'est l'incertitude du modèle. Donc, plus il y a de deviance explain, moins il y a d'incertitude dans le modèle. C'est une métrique qui est utilisée. On peut voir, par exemple, pour la rheumatoid arthritis, le biologique explique plus de déviance que le non biologique, mais il y a quand même un overlap entre les deux. Un truc qui est embedded un dans l'autre. Si on regarde la fibromyalgie, c'est plus un non biologique, mais il overlappe pas nécessairement avec ce qu'on a avec le resting state. Donc, chaque condition est un mélange, une interaction qui peut être différente d'une des autres. Si on s'en va sur le rapport subjectif de douleur, là, on tombe dans le biologique qui explique vraiment pas beaucoup. Les facteurs non biologiques expliquent beaucoup. Donc ici, la différence, c'est vraiment que tu essaies de prédire directement la pathologie. Directement la pathologie. Faire un nouveau modèle pour chaque type. Un nouveau modèle pour chaque. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on observe, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais pour les prises de sang, très non spécifiques.
Donc, ce qu'on a fait, on a pris les 13 conditions qui étaient bien prédites par les prises de sang, puis on a entraîné un modèle qui prédit les 13, littéralement. On peut voir que ce qui prédit vraiment bien les conditions, c'est, on peut voir les marqueurs inflammatoires, C-reactive protein, sur les facteurs métaboliques, on voit gamma GT, cystatin C, ça c'est des renal function, liver function. Ça, on a des trucs plus hématological de l'autre côté, mais vraiment, c'est C-reactive protein, c'est inflammatoire, neutrophile, leucocyte, c'est plus des globules blancs. Donc, il y a vraiment comme une intégration qui est comme un marqueur de déviance du health général, dans le fond. Tout ça va préserver pas mal toutes les conditions du douleur chronique en cross-sectional, gout angina, polymyalgia rheumatica, blablabla, pas mal tout là. La performance est quand même bonne. Ensuite, on a les performances 4 ans plus tard et 9 ans plus tard. On peut voir, somme toute, qu'on est même capable de prédire dans le temps. Ceux qui ont ces marqueurs inflammatoires-là, qui n'ont pas encore le diagnostic, on peut prédire quand même de façon assez. Même 9 ans plus tard, hein, comme celle-là, 0,77 ou rheumatoid arthritis, 0,70. Gout, 0,73, il y a déjà des traces, c'est juste qu'ils n'ont pas encore le diagnostic. Selon moi, la raison, c'est qu'ils ont la pathologie, mais ils n'ont pas encore été juste diagnostiqués, puis ça va venir dans le temps, mais il y a déjà des traces de la pathologie avant ça. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est pour les conditions nociplastiques. On a entraîné les marqueurs plus au niveau du cerveau. Donc ici, on n'a pas un marqueur qui généralise sur toutes les conditions. C'est vraiment des conditions nociplastiques de douleur amplifiée sur tout le corps, widespread pain, fibromyalgie, chronic fatigue syndrome. On peut voir ici que c'est l'exemple du resting state. Pour ces conditions-là, il y a un patron qui était quand même relativement similaire. Hein. C'est des diagnostics qui sont indépendants. Ce n'est pas la même personne. On peut voir des patrons qui sont un peu similaires entre les différentes conditions qui se ressemblent. Et puis, ce patron-là est capable de classifier. Ce n'est pas parfait. On peut voir sur l'axe Y en 0,5, le top d'échelle, c'est 0,7. Donc, ce n'est pas de la grosse performance, mais c'est vraiment ce qu'on fait de mieux avec l'imagerie pour la douleur chronique. On a généralisé ça aussi à d'autres données, mais je ne vais pas passer trop de temps, là, mais c'est un marqueur qui semble assez robuste. On a appliqué au ThinPain, qui est un jeu de données qui est public. Mais je veux revenir un peu à la théorie derrière ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé nos participants en quintile, donc en 5 groupes de low, donc vraiment qui exprimaient de façon très bas le marqueur ou les signatures inflammatoires, pas inflammatoires, mais de sang, blood marker. Puis H, c'est ceux qui l'exprimaient beaucoup, le premier quintile. On peut voir que pour les différentes conditions, c'est vraiment ceux qui allaient chercher le high. C'est vraiment le bout de la distribution qui vraiment driver l'effet. Même chose pour les facteurs non biologiques. Ici, on a l'interaction des deux. Donc, high, HH, c'est vraiment là que ça prend toute son envol. On peut voir qu'il y a quand même comme 2 facettes différentes de la pathologie. Mais ce n'est pas juste biologique. Aussi qu'il y a une manifestation non biologique, comme par exemple l'incapacité à performer certains mouvements ou à faire moins d'activité physique. Qu'il y a une manifestation comportementale ou peut-être associée à des prédispositions, facteurs de personnalité, problèmes de mood, un ou l'autre, c'est pas toujours clair. Mais il faut qu'il y ait une manifestation qui est non biologique. Puis là, on va vraiment augmenter les odds ratio de façon exponentielle. Là, on parle de 40 odds ratio pour angina. C'est vraiment, vraiment, vraiment plus élevé. On le voit ici avec les hazard ratio et le cumulative event dans le temps. À travers les années, on peut voir que ceux qui sont high ont vraiment, vraiment un cumulative event qui est plus abrupt et plus élevé que les autres groupes. C'est représenté ici. Ça, c'est longitudinal à 4 ans. On peut voir que ça, c'est les strates de non biologiques. Et ici, on a les strates biologiques dans le cas de prise de sang. On a les mêmes effets pour les os et le cerveau. On peut voir que ceux qui sont high et high, c'est une échelle logarithmique. C'est pour ça que le scaling est très élevé. 2,4 sur une échelle logarithmique. High ont vraiment plus de chances de développer le diagnostic que n'importe quelle autre strate. Vraiment que tu aies les tails de distribution, ceux qui sont high sur les 2
biologiques et non biologiques. D'ailleurs, la synergie entre les deux qui va amener le diagnostic davantage. Par contre, ce n'est pas nécessairement le cas pour la douleur auto-rapportée. Il y a une dissociation entre la pathologie et la douleur auto-rapportée. Donc, si on retourne un peu à nos évaluations de douleur subjectives, où on a, ici, on a le nombre de sites de douleur, 0, 1, 2, 3, 4 et plus, 0, 1, 2, 3, 4 et plus. On peut voir que quand c'est des facteurs, ça c'est biologique, ça c'est psychosociaux, on peut voir que c'est vraiment plus davantage expliqué par les facteurs psychosociaux ou non biologiques. Ce n'est quasiment pas pour les facteurs biologiques. C'est vrai pour le cerveau. C'est ça, le bone density. Ça, c'est pour les pathologies, la douleur au sein des pathologies qui sont le mieux prédites par chacun de ces modalités biologiques-là. Donc, on prend les meilleures conditions qui sont prédites par ces différents marqueurs-là. Puis au sein de ces conditions-là, l'expression du marqueur n'est pas capable d'égaler les facteurs non biologiques pour la douleur subjective, qui reste avant tout une expérience qui est très personnelle, pas nécessairement déterminée par les marqueurs biologiques. Et le meilleur exemple, c'est souvent, l'exemple qu'il va donner, c'est un X-ray du genou, quelqu'un qui fait de l'arthrite ou de l'arthrose. Ce n'est pas un bon prédicteur de son expérience avec la douleur. Il n'y a pas une relation 1 à 1 entre le site du injury ou de la blessure avec l'expérience qui est perçue. Oui. Penses-tu qu'avec peut-être une approche plus task-based en MRI, par exemple, ça pourrait aller mieux, genre avoir des douleurs, tu sais, des expériences de douleur dans le scan? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui peut aider ou tu penses que dans les faits, l'IRM va pas aider dans ce cas-là? C'est vraiment difficile à dire parce que pour avoir justement ces différences cliniques interindividuelles, il faut quand même avoir par des effets robustes, il faut beaucoup de gens, des différences interindividuelles. Là, il faut commencer à avoir des gens dans le scan qui rate comme. Vous n'avez pas eu ce genre de gros échantillons-là encore? Oui, les gros échantillons. On l'avait fait à Northwestern sur des gens qui étaient dans le scan, qui rataient passivement leur douleur. Ça marchait bien, les résultats étaient beaux, mais c'est des échantillons de 20-25 sujets, probablement overfit, 100% overfit. Là. Ici, on parle des gros échantillons, puis on applique le modèle chez des gens qui n'ont jamais été entraînés. Donc, c'est comme un nouveau sujet qui walk in your clinic, genre, c'est comme, toi, tu remplis ça, donne-moi un marqueur inflammatoire, toi, tu vas avoir telle condition, oui, non. Les décisions sont, c'est comme un autre monde de développement plutôt que d'analyser ton jeu de données IRM de 25 sujets, cruncher les données jusqu'à ce que tu aies des beaux effets, on sait comment ça marche. Fait que c'est comme, c'est pas la même approche, mettons. Les deux sont très valides, c'est juste que ça ne répond pas au même genre de questions. Puis ici, je n'ai pas accès à ces données-là. Peut-être que tu as raison ou que c'est une bonne hypothèse. Peut-être pas non plus. J'espère qu'on se regarde. Oui. C'est sûr que le Human Biobank, puis tu sais, je prends le Human Connected Project comme un autre exemple qui va dans la même direction selon moi. Au début de la présentation, à un moment donné, tu as présenté un papier qui disait que avoir plus de données, ça nous permettait de. Mais tu peux avoir 1 million de données mauvaises, puis ça ne vaudra pas plus que 10 bonnes données, là, à mon avis, à moi. Là. C'est un peu ce qui est reproché au Biobank, qui est reproché au Human Connected Project, c'est que en fait, du resting state, je ne sais pas c'est combien de temps. 6 minutes. 6 minutes de resting state, c'est très limité. Là. Ça dépend ce que tu veux. Et je pense que ça paraît dans tes données parce que tes marqueurs non biologiques sont extraordinaires, mais dès que tu rentres dans le resting state, tu étais à 55%. Je comprends, mais en même temps, ça prendrait des meilleures données pour vraiment dire qu'on n'a pas de marqueurs biologiques pour prédire ces trucs-là, ou qu'on ne pourrait pas mieux le faire avec des marqueurs biologiques. Ben, évidemment, je n'ai pas tout présenté nos données, mais il y a une étude qui a été publiée dans Nature Medicine par le groupe de Torweger, Iwani, qui a utilisé la capsaïcine, qui est un truc tonique sur la langue, un groupe de 30 sujets super bien phénotypés avec des time curves, tout. Ils l'ont appliqué sur des données d'open pain, sur des données de patients, puis ils ont observé des bons résultats. Fair enough, on a pris l'Atlas, on a recomputé le UK Biobank, 50 000 personnes avec leur BrainNetome Atlas, avec leur time series qui était Dynamic Connectivity, tout a suivi leur schème. Cette logique-là devrait quand même
on n'entraîne pas le modèle sur UK Biobank, on va l'appliquer. Puis si tu as besoin d'une heure et demie de resting state, ça ne sera jamais applicable chez un sujet. Peut-être que tu peux avoir 6 minutes là, dans un hôpital, là, mais d'avoir une heure et demie avec une tâche puis 12 tâches, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça l'objectif. Peut-être tes théories, c'est bon, mais ton marqueur ne marchait pas mieux que le nôtre. En fait, le nôtre marchait un petit peu mieux. C'est pas pour ça que j'en parle. Si j'ai le choix, je prendrais anytime 6 minutes resting state sur 40 000 sujets. Ben, pas 40 000, ils n'ont pas tout le diagnostic, là, mais quelques milliers. Il y a 30 sujets vraiment bien phénotypés avec capsaïcine, qui est un modèle. Souvent, les modèles expérimentaux de douleur sont très critiqués parce que ça n'a rien à voir avec une douleur qui est chronique. Une douleur chronique, c'est un aspect émotionnel, c'est un aspect fatigué, tu es frustré, ça vient te chercher, c'est spontané. Une douleur thermique ou capsaïcine, c'est que dans 20 minutes, ciao, bye, je prends mon 50$ puis je m'envoie chez nous, puis c'est fini. C'est pas la même. C'est pas la même expérience. Les gens sont bien plus fuckés de douleurs chroniques, là, ils arrivent, là, c'est des gens brain fog, puis c'est pas des undergrads là, qui viennent dans le labo avec la thermode. Là. Mais ça fait pas partie de ton point, ça, en fait, que c'est peut-être deux phénomènes. Fair enough. Fair enough. Tout à fait. C'est une théorie qui est assez répandue, que la douleur aiguë, c'est quelque chose de fondamentalement différent de la douleur chronique. Puis les modèles ne se transposent pas nécessairement bien de un à l'autre. C'est assez bien démontré. Juste pour terminer, c'est pas mal la fin. On peut voir à travers toutes les conditions. C'est la variance explained the number of pain sites non biologiques, le meilleur marqueur biologique à l'intérieur de chacune des conditions cliniques. On peut voir que c'est vraiment assez stable. Donc, si j'ai une slide qui devrait retenir, qui représente bien l'ensemble de ce que j'ai présenté, c'est une synergie entre des facteurs de risque qui sont non biologiques et des facteurs de risque biologiques pour vraiment bien déterminer ou prédire le diagnostic d'une condition médicale. Mais jusqu'à preuve du contraire, les biomarqueurs pour l'expérience subjective restent encore à démontrer selon moi. Il y a beaucoup de momentum là-dessus dans la littérature. On peut avoir un biomarqueur qui dit cette personne est en douleur ou non, ça faciliterait la vie de beaucoup de cliniciens, de beaucoup d'essais cliniques, de beaucoup de gens qui ont l'Alzheimer, seulement s'ils sont en douleur ou non. Il n'y a pas encore d'évidence, selon moi, qui font ça, mais je pense que c'est principalement déterminé par des facteurs qui sont non biologiques. Donc, c'est en mots ce que je viens d'illustrer avec le petit diagramme. Je vais sauter. Puis les organismes fonctionnels. Merci beaucoup. Pour la conférence, je vais peut-être me permettre de poser la première question. Mais je pensais à des questions pendant ce temps-là. Mais en fait, ça me rassure, là, ta slide qui montre que les non-biologiques, facteurs non-biologiques expliquent plus l'expérience de la douleur, dans un sens, parce que on est quand même en psychologie, puis c'est tellement complexe, si on ne met pas justement des facteurs comme la personnalité, l'humeur, tout ça, ben, je trouve ça rassurant quand même si ça, c'était le fun. Oui, mais il y a beaucoup de patients qui n'aiment pas ça parce que ça dénature. S'il y avait c'était biologique, par exemple, ça serait comme toi. Parce que l'autre, c'est comme ah ouais, c'est un peu dans ta tête. C'est parce que les patients n'aiment pas ça parce que ça dénature un peu leur expérience. C'est plus déterminé par des facteurs contextuels, de personnalité et tout. Plutôt que j'ai mal parce que mon genou est enflé. Oui, je comprends. Puis, en fait, il est écrit non biologique, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore capable de les mesurer. C'est pas. On n'a pas de marqueur biologique dans les traits de personnalité, mais c'est dans notre tête, c'est dans notre cerveau, mais ça n'enlève rien. En tout cas, dans ma perception à moi, par exemple, à quelqu'un qui a des douleurs qu'on n'explique pas bien ou à la fibromyalgie qui a été quand même, c'est de moins en moins, mais c'est quand même assez là-dessus. Mais j'ai une question, en fait, ça va permettre, quand même, c'est super beau, là, c'est très élégant quand tu parlais d'élégance de modèle, c'est très beau ce que tu as présenté. Puis quand tu disais, ça permet, un patient qui arrive dans le bureau, ça va nous permettre de dire si ça va mener ou non à un diagnostic. Puis je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire. Mais avec, sur le plan éthique, il y a quand même une portion de. On n'est pas certain non plus, c'est pas 100%. Comment tu penses que les cliniciens
est-ce que vous allez approcher les cliniciens ou est-ce que les cliniciens, tu penses qu'ils vont être enclins à utiliser ou en film ou en pédiatrie sont sont plus frileux, mais dans ce domaine-là, est-ce que tu penses que ça peut être utilisé concrètement? Ben, on a travaillé beaucoup avec les gens de la clinique de douleur à McGill, une grosse clinique de douleur au General Hospital. La réponse est probablement non, mais l'idée du six item, le clinicien va se faire son idée lui-même en voyant le patient. Souvent, c'est ça qu'il me disait. Moi, il rentre dans le bureau, je n'ai pas besoin d'un questionnaire, je le sais en y parlant, c'est comme ça va vite, genre je comprends vers où on s'en va. Mais il y a des trucs comme quoi ça pourrait être utilisé. Par exemple, au-delà de la recherche, je parle clinique, là, il y a une liste d'attente d'à peu près 2 ans en clinique de douleur pour voir le médecin qui commençait à être pris en charge. C'est vraiment long. Ça, c'est un tertiary care. C'est le tertiaire. C'est pas le médecin de famille. C'est des référés. Puis là, t'attends. Ça, c'est le genre d'outils qui pourrait être vraiment un screening rapide au téléphone pour essayer d'identifier peut-être des patients qui devraient être priorisés dans les ressources limitées. Ça, c'est comme un des exemples auxquels on peut vraiment penser que ça serait vraiment pratique. Puis on essaie de l'implémenter avec Mark Ware, qui est le directeur de la clinique. On essaie d'implémenter un petit peu plus des outils comme ça pour essayer de rendre un peu plus scientifique l'approche, sans nécessairement dire au médecin hey, utilise ça, regarde, on a des AUC de 0,65. C'est comme le médecin, il veut pas ça. Il est comme je vais me faire mon opinion moi-même. Je fais 30 ans que je pratique, et j'en ai vu des patients. Puis c'est comme ça va pas, ces systèmes-là ne vont pas vraiment changer, mais ça peut quantifier des facteurs de risque en recherche aussi, au niveau clinique. Par exemple, si tu fais une étude randomisée, ça peut être dans le questionnaire que tu administres juste pour être sûr que tes groupes sont balancés sur des petits échantillons. C'est un groupe qui est vraiment plus à risque de développer de la douleur, mais ton intervention ne marche pas, puis comme peut-être qu'il était déjà à la base un groupe qui était plus à risque que l'autre, par exemple. Les listes d'attente, beaucoup, je pense qu'il y a des options avec ça. Donc, c'est un peu c'est complètement pertinent. C'est pour le screening de liste d'attente, ça priorise. Oui, salut, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'ai peut-être un petit peu la misère à comprendre, parce que si je comprends bien, les 6 items révisent le nombre de sites de douleur dans le corps. Mais il me semble que dire, est-ce que ça prédit ou c'est plutôt de l'autre direction? Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a mal partout dans le corps, il va pas bien dormir. Ouais. Quelqu'un qui a mal partout dans le corps, il va pas être de bon. Ouais. Là, ça explique déjà 2 de ces questions-là. Donc, est-ce que ça n'arrivait pas à la question, c'est quoi la douleur? Ben, c'est parce on peut le tester en prospective. Donc, au baseline, quand tu n'as pas de douleur de ces items-là, c'est plus à risque 9 ans plus tard d'avoir de la douleur ou un diagnostic. C'est souvent, c'est comme ça qu'on essaye d'adresser cette-là de l'œuf ou la poule, là, parce qu'effectivement, c'est sûr que quelqu'un qui a de la douleur chronique va avoir des troubles de sommeil, mais il y a beaucoup de littérature, les Gilles Lavigne, ces gens-là vont mettre vraiment des gros sommeils qui sont même des déterminants. Avant même que la douleur chronique arrive, le sommeil fait partie de cette capacité-là à générer qui est altérée, qui va mener à de la douleur. Ça va dans les deux sens, comme tu dis. Oui, mais si tu veux l'implémenter, comme tu viens de le dire, comme le questionnaire, là, c'est pas pour prédire, c'est pas aujourd'hui que je vais tester pour savoir qui dans 9 ans va se présenter dans la clinique. Pas nécessairement dans 9 ans, mais mettons qu'il y a quelqu'un qui se met sur la liste d'attente. Moi, je veux savoir cette personne-là, dans la prochaine année, il faut-tu que je la voie tout de suite parce qu'elle est à risque de décliner, pas juste au niveau chronique, mais de développer de l'incapacité au travail. C'est elle qui va être tout de suite sur les opioïdes. Les opioïdes les gens sont plus prudents par rapport à la prescription d'opioïdes, mais souvent, c'est des cas problématiques. Là, si on regarde dans le UK Biobank, encore un projet juste sur les opioïdes, conditions psychiatriques, opioïdes. C'est comme vraiment rapidement, c'est comme il y a des phénomènes, on est capable de déterminer, oh, red flag ici, red flag là, cette personne-là devrait être prise en charge. Ça ne va pas changer la prise en charge, comme je dis, mais juste identifier de façon facile. C'est ça, l'élégance et dans la simplicité du modèle. C'est sûr qu'on peut aller plus complexe pour avoir des trucs plus raffinés, mais la simplicité rend le truc plus attrayant pour, du moins, conception. C'était pour un peu, genre, en fait, il y avait une question qui poussait l'idée que, ben, peut-être qu'il y a
biomarqueur non biologique, en fait, on n'a pas la technique pour le mesurer en ce moment. Est-ce que, puis, par exemple, pour moi, j'ai l'impression que, supposons que tu as la douleur chronique, c'est bizarre de penser qu'il n'y a aucune activité au niveau du cerveau qui apparaîtrait. Right? Fait qu'est-ce que tu penses que, genre, le lien qui manque là, c'est juste une question de temps avant qu'on y aille? Personnellement, ça dépend, c'est quoi ton échelle de charge, ultimement peut-être. Mais à court terme, non. Je pense pas qu'on a des techniques qui vont quand même vraiment révolutionner. Les gens ont essayé avec du EEG, ont essayé avec l'imagerie, ont essayé. C'est assez difficile de dire l'architecture au repos, hein, comme le resting state, pour dire cette personne-là est dans un état X ou Y. Puis le parallèle qu'on peut faire, puis c'est vraiment bien documenté, peut-être même mieux, c'est le domaine de la psychiatrie, la dépression, qui est vraiment une pathologie, une condition du cerveau. Tu regardes tous les papiers qui essaient d'entraîner des biomarqueurs, c'est toujours à 0,65, 0,64, 0,7. Ça ne marche pas, alors que ça devrait marcher, comme les outils sont effectivement. La psychiatrie, c'est vraiment un bon exemple. C'est comme, c'est là, mais on n'est pas capable avec les outils maintenant. Dans combien de temps? Est-ce que ça va même être possible? Ça, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de promesses avec l'imagerie pour des développements cliniques de prise en charge de patients. Ça ne s'est pas implémenté dans les hôpitaux, on le voit, c'est pas implémenté encore. Ce que je pense qu'en partie, le problème, c'est que peut-être que genre, parce que c'est chronique, l'activité comme tout en là, on n'est pas capable de mesurer quelle activité est comme leur baseline, puis quelle activité est genre leur douleur. Possible. Possible. C'est même d'associer une activité spécifique à la douleur. Il y a un papier en Nature Neuroscience qui a été publié l'année passée. Regardez chez des gens qui avaient intracranial, des gens qui avaient des épilepsies, qui avaient de la douleur, puis ils voyaient, ils étaient capables de prédire qu'il allait avoir un épisode ou non, mais c'était comme 4 sujets, puis c'était intracranial. Comme c'est ça. Ben, c'est cool comme papier, mais genre, on va pas genre, mettre un électrode intracrânienne pour prédire si t'as de la douleur ou non. C'est pas. À moins qu'il y ait quelque chose que tu traites avec, là, oui, là, mais sinon, c'est pas pratique nécessairement. Mais conceptuellement, c'était cool comme papier. C'est un beau papier, mais. Ouais. C'est une question un peu spécifique, mais vous avez présenté une migraine comme étant une des questions dans la base de données. Je me demandais si vous avez trouvé un biomarqueur, des biomarqueurs sachant l'hétérogénéité des bassins climatologiques. Non, on n'a pas été. On n'a pas été dans ce niveau-là. C'est vraiment diagnostic, oui, non. Il n'y a pas de questions spécifiques, aura, pas d'aura, il n'y a pas de développement spécifique pour la migraine dans le UK Biobank. Il y a un peu la limite du phénotypage aussi. Là. On travaille avec des données qui sont. Ça mène large, puis on peut regarder bien les affaires, mais quand tu as un truc vraiment spécifique que tu vas approfondir, souvent il peut y avoir des frustrations quand tu travailles avec le UK Biobank. Ça dépend des domaines. Mettons la douleur, il y a eu un release de questionnaire juste sur la douleur en 2018 en ligne. Il y a comme 170 000 personnes qui ont répondu. C'est comme genre 60 questions, mettons, juste sur la douleur. Il y en a un sur le sommeil qui a été releasé cette année. Il y en a un sur le well-being qui va peut-être l'année prochaine. Il essaie d'aller accumuler des petites pièces manquantes que les gens ont vraiment de l'intérêt. Tu peux proposer, toi, hey, vous devriez faire ça. Tu peux proposer au UK Biobank et il demande aux gens de quoi vous avez besoin. On va l'orienter vers ça. C'est des genres de pièce par pièce, mais c'est sûr que le phénotypage des migraines. Après, je demande à mes étudiants, là, ils savent plus que moi, là, mais je pense que ça sera très. Est-ce que ça va être le diagnostic? Est-ce que vous avez discuté? Oui, quoi? Un biomarqueur des. La migraine, c'était. Non, c'était pas super fort. C'était difficile. C'était pas dans les. Mettons, si tu mets le cut-off à 0,70 et plus, il y a beaucoup de conditions qui étaient au-dessus de ça, mais pas la migraine. La migraine. Et facteur aussi non biologique, c'était un petit peu plus difficile avec la migraine aussi. Conditions qui étaient assez différentes des autres, je pense. Je pense vraiment qu'il y a une différence. Douleur abdominale et migraine, je pense que c'est un petit peu différent des autres types de douleurs. Oui. Moi, je rebondis un peu sur une question que Ken a posée plus tôt. À un moment donné, avant que je pose ma question, je dois dire que ta présentation était spectaculaire. C'est probablement les plus belles figures que j'ai vues on est content de pour l'esthétique. Et puis aussi pour l'information que tu nous as présentée, c'était super, super.
diaconie, prédiction versus explication. OK, on peut peut-être faire un pronostic. Dans le futur, on pourra mettre certains patients sur la liste de l'aide à mourir. J'exagère, là, mais qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on peut utiliser ces modèles-là aussi pour apprendre je sais pas, des mécanismes qui expliquent pourquoi on développe cette douleur-là? Parce que c'est bien beau de prédire et de dire, ah ouais, il y a 80% des chances que dans 9 ans, tu vas avoir de la douleur partout. Pourquoi? Les autres, ils renverseraient l'argument. Le papier est vraiment orienté comme une critique de hey, j'ai trouvé une association entre deux variables, mais il serait peut-être temps de voir si tu peux prédire quelque chose avec ça pour de vrai chez un nouveau sujet, parce que c'est vraiment axé sur la psychologie et le behaviorisme dans leur article. C'est vraiment comme oh, la psychologie nous montre encore un truc extraordinaire entre deux variables, tu sais, mais genre, peux-tu vraiment prédire le reaction time de quelque chose? On regarde des papiers de Jack Gallant qui utilisent des modèles à 1000 dimensions puis qui arrivent à prédire en faisant du fitting sur chacune de ces dimensions-là, 90% de. Mais on n'a rien appris sur le fonctionnement du cerveau, là. Yes, on est capable de prédire quelle image tu viens de regarder. OK, pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Il fonctionne comment le cerveau, là? Ouais, même, c'est pas le même objectif. Ouais, je comprends, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une espèce de modèle hybride qui nous permettrait de à la fois prédire et comprendre pourquoi on a. Moi, personnellement, comme à l'approche probablement totalement inverse de toi, de ma curiosité, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont utilisé ton approche jusqu'à date. Là, il est temps genre, de rendre ça plus utile que comprehension. Je pense que c'est comme la dichotomie entre la recherche fondamentale versus la recherche privée ou appliquée. Mais je comprends ton point, là. C'est pas que Oui, je refuse pas la critique, là. Mais en fait, la critique à l'origine de l'inverse. C'est vraiment la critique, c'est une critique de Yarkoni et Westphal sur encore un autre modèle de psychologie qui ne réussit pas à vraiment prédire ce que ça devrait prédire. C'est à quel point on devrait truster ce modèle-là. Le machine learning peut justement, avec la cross-validation, c'est pas une prédiction, on devrait s'inspirer sans nécessairement appliquer ça. J'enlève aucune valeur à faire de la prédiction. Ce n'était pas mon intention. C'est utile de faire de la prédiction. Puis, tu sais, on peut faire le parallèle avec les ingénieurs qui développent des modèles de computer vision qui réussissent à prédire avec 95% d'accuracy c'est quoi la catégorie de l'objet qu'il y a dans une image. Et puis eux, ils s'en foutent de comment le modèle il fonctionne là, à l'intérieur. Là, tu sais. Nous autres, les psychologues, on voit ça, puis on se dit, bon, ben, t'as peu, là, on peut regarder dans les couches, puis aller voir, à quatrième ou cinquième couche, il y a des textures de moyen niveau qui semblent jouer un rôle important dans la prédiction de la catégorie. Là, on a appris quelque chose. Tu sais, OK, on peut l'utiliser pour que l'auto se conduise toute seule puis qu'elle ne rentre pas dans un poteau. Mais comment l'auto a réussi à le faire? Moi, je trouve que c'est fondamental de vouloir comprendre ça. Puis l'un ne vaut pas mieux que l'autre. C'est pas ce que j'essaie de faire comme point, mais je me demande juste s'il n'y a pas moyen de trouver une approche qui réconcilie l'explication et la prédiction, sans sacrifier un ou l'autre. Y a-t-il moyen d'étudier les paramètres? Est-ce que. Oui, mais. Oui, mais c'est trop de travail. C'est tellement non linéaire. Quand tu as des trucs non linéaires, mettons que tu mets des facteurs génétiques avec ton cerveau, puis là, c'était quand même en silo. Là. Mettons que tu commences à les bridger, là, puis à essayer comme. Oui, ton paramètre de cerveau, mais juste quand dans socio-économique défavorisé, puis dans, comme. Je sais pas. Maybe. Ça dépend de ton objectif, je pense vraiment, parce qu'un modèle qui fait les deux, je pense que ça ne peut pas marcher. Tu dis, tu connais déjà peur, c'est ton objectif. Tu sais, quand, par exemple, dans les modèles de vision, je comprends complètement que toi, tu veux savoir, oh, mais c'est en dessous, là, comment ça marche, c'est quoi qui. Mais par exemple, des patients qui ont de la douleur chronique, je ne sais pas, moi, je suis des bébés, puis on sait que la moitié vont développer des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Mais le parent, il veut savoir, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cerveau de leur enfant. Savoir, il va-tu en développer ou non? Peux-tu faire de quoi? Tu sais, franchement, ton objectif, le modèle que tu vas appliquer, c'est le
que c'est pour certains, c'est plus important, mais pour d'autres, c'est plus comprendre, plus mécanistique. Là. Mais le clinicien n'aurait pas intérêt à vouloir Ouais. comprendre Mais pour je pense qu'il essayer faut continuer à faire les deux. de peut-être diminuer la quantité des patients avec, je ne sais pas, une intervention quelconque qui vont développer. Mais je pense que oui, il faut faire les deux. Prédiction par rapport à ça. Ouais. Je pense, moi, je fais les deux parce que je pense que c'est important de faire les deux, mais je trouve que les deux sont tellement des objectifs différents, comme tu disais, que on ne peut pas le faire en même temps. En tout cas, moi, je ne sais pas comment le faire en même temps. Ben, si je peux faire du pouce sur l'idée, je pense que c'est comme la fameuse dichotomie, corrélation, causation. Je veux dire, dans les programmes de recherche, on a souvent des aspects qui sont plus, mettons, UK Biobank, regarder des associations entre les données, mais il n'y a pas de manipulation expérimentale. Ça. Mais à partir du moment que tu fais des expériences où tu manipules des variables, ben là, tu peux plus déterminer les causes mécanistiques puis aller agglutiner ça sur ton projet plus globalement. Je pense que moi, c'est de même que je verrais l'espèce de faire mixer les deux, parce qu'autrement, je veux dire, faire tout ça dans UK Biobank, je vois pas comment. Les données sont statiques, sont pas. Il n'y a pas d'interventions qui sont faites dedans. Tu peux pas déterminer causalité. Mais tu as quand même un truc, c'est ça, longitudinal. Ça, c'est quand même cool. Tu peux établir un certain nombre de liens causaux, mais ça va être un peu difficile à faire du grave. Dernière question. Oui. Je voulais juste te dire, est-ce que dans les facteurs non biologiques, il y avait des mesures socio-économiques qui avaient été incluses, puis si oui, c'était lesquelles déjà? Oui. Il y en a plusieurs. Là. Il y a tu peux aller du quartier où tu habites au revenu déclaré ou niveau d'éducation. Le statut d'emploi, là. Je sais que c'était pas revenu. Ah non, la catégorie d'emploi manuel, selon ce que tu exerçais comme emploi, il y avait quand même beaucoup de. Quand même assez bien documenté. Là, est-ce que les facteurs socio-économiques qui avaient, je ne sais pas, comparé aux autres facteurs non biologiques, est-ce qu'ils avaient comme les sphériques, comparativement d'emploi? Oui, c'était pas les plus forts, vraiment. Il y a beaucoup de littérature qui montre que c'est quelque chose vraiment un enjeu. Mais dans notre modèle prédictif, les humeurs, traits de personnalité, sommeil, beaucoup plus forts que socio-économique. Mais c'est des modèles qui sont. Des fois, la collinéarité entre les variables peut être perdue un peu. Là. Par exemple, si le statut socio-économique explique quasiment la même chose que si tu as des problèmes de sommeil, le sommeil gagne, l'autre va vraiment être shrinké. Il y a comme c'est un peu de toutes les interpréter, mais si tu regardes le loading sur le facteur de risque, le statut socio-économique n'était pas super représenté. Merci beaucoup.